Avec une superficie de 20 740 km², la province de l'Estuaire se présente comme le berceau du début de l'histoire du territoire du Gabon, dont les côtes ont été découvertes en 1472 par les explorateurs portugais. Située au nord-ouest du pays, la province de l'Estuaire se distingue par 3 estuaires principaux: l'estuaire du Mouni qui marque la frontière avec la Guinée équatoriale, celui de la Monda qui se jette à l'Anzémé et l'estuaire du Gabon dans lequel se jettent le Komo et les fleuves côtiers que sont la Remboué, l'Igombiné et la Gongoué. Limitée au nord par la Guinée équatoriale, la province de l'Estuaire est frontalière à l'est par le Wollentem, au sud par le Moyen-Ogooué et le Goué maritime et à l'ouest par l'océan Atlantique. La province de l'Estuaire est composée de 5 départements et de 7 communes et d'un district. Vous avez le département du Komo-Monda qui a pour capitale Ntoum. Mais tenez-vous bien, Libreville, la capitale nationale et la capitale provinciale, est inclus dans le Komo-Monda. C'est une précision quand même qui vaut la peine d'être faite. Vous avez également le département du Komo, capitale Kango, le département de la Noya, capitale Coco Beach, le nouveau département du Cap, Esterias, capitale Cap, et vous avez le département du Komo Océan, capitale Nzomo. Nous avons ensuite un district, c'est le district de Bikele. La province de l'Estuaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est composée également de 7 communes, dont Libreville, la plus importante, composée également de 6 communes d'arrondissement. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e et le 6e arrondissement. C'est comme ça qu'on les a répartis. Vous avez ensuite la commune de Ntoum, la commune de Kango, la commune de Coco Beach, la commune du Cap et la commune de Nzomo. Les premiers habitants de la province de l'Estuaire sont les Sekiani, les Benga, les Fan, les Mpongwe, les Akele. Les Mpongwe occupent notamment les 2 rives de l'Estuaire, un positionnement qui leur permit d'être les premiers en contact avec les colons et de signer avec eux les tout premiers accords. C'est ainsi qu'en 1839, un premier traité est signé entre Boué Viomez et le chef Mpongwe Kowe, Rampochombo Roi Denis, pour son village de la Pointe-Denis. Le second est paraphé le 18 mars 1842 par l'autre chef Mpongwe, Doé Roi Louis. Ce dernier traité, qui a permis à la France de s'installer sur la partie nord de la rive droite de l'Estuaire. Pour les Mpongwe, cette partie de l'histoire du Gabon constitue un véritable patrimoine. Lorsque les Français arrivent, donc, vous avez ce qu'on appelle Arongo Mbendiwa, tout autour donc, des 2 rives. Et lorsqu'ils arrivent, les Français, les Mpongwe avaient eu déjà une longue tradition avec le monde occidental. Il ne faut pas l'oublier. Les Français n'étant que les derniers arrivés sur notre territoire. Bref rappel, nous avons eu des relations avec les Portugais dès le XVe siècle, et ceci tout le monde le sait. Les Portugais sont partis, il y a eu les Hollandais, il y a eu les Espagnols, et avant, tout juste avant les Français, nous avons eu la mission protestante, Baraka. Vous savez que les missionnaires américains sont arrivés ici, les premiers, pour évangéliser les populations qu'ils ont trouvées. Donc les Français arrivent donc les derniers. Et leur arrivée donc par la rive gauche, ici donc le premier traité. Donc ils arrivent par la, appelons maintenant la Pointe-Denis, Tchantoin, c'est ce que nous appelons Tchantoin. Arrivant par là, rencontre donc le roi Denis, qui avait déjà une longue tradition avec les Européens, très longue tradition de relations commerciales, d'échanges, etc. Lorsqu'il signe le fameux traité de 9 février 1839, ce traité était quoi? En résumé, c'était que le roi Denis cédait une portion
de son territoire, 8 lieues exactement, de son territoire aux Français pour servir de port d'attache. Pour servir de port d'attache. C'est très important à souligner. Le roi Denis, donc, sentant que ses relations avec les Français n'étaient pas tout à fait celles qu'il attendait, a suggéré aux Akekaza et notamment au roi Doué, qui était son beau-frère, parce qu'il épousait une de ses sœurs, d'accueillir les Français chez lui. Et c'est ce qui s'est fait. Redoué, appelé roi Louis, que vous connaissez maintenant, a cédé une partie de sa terre, notamment ce qui s'appellera plus tard le Fort d'Aumale et aujourd'hui Sainte-Marie. Qu'à l'arrivée des Français, sur le site de Libreville, il y avait 2 grands villages. L'un au nord, à Ondo, l'autre au sud, au Lamba. Mais ces 2 villages étaient des villages à Akekaza. Sur la rive droite, les Agungu occupaient le site actuel d'Ovendo et les Adoni habitaient l'île Koniké. Tous les autres clans Pungwe habitaient la rive gauche. Les Assira se situant le plus au nord à la pointe de Nid et les Agulamba les plus en amont à la rivière Remboué. Donc les Mpongwe occupent la rive gauche de la pointe jusqu'à la rivière Remboué. En 1842, des pasteurs américains s'installèrent au Gabon et fondèrent la première mission protestante de Baraka dans le village de l'autre chef Mpongwe, Will Glass Rindama. 2 ans plus tard, en 1844, ce fut le tour du père Bessieux de fouler le sol gabonais, accompagné du frère Grégoire de la Fondation des missions d'Afrique centrale. Plusieurs missions catholiques furent créées par la suite à travers le pays, notamment celle de Sainte-Marie de Libreville et la mission Saint-Paul de Donguila, située à 70 km de Libreville, sur la rive droite du Komo, entre les rivières Rogolier et Assango, et qui fut fondée en juin 1878 par le père Delorme. Par la suite, la province de l'Estuaire va payer un lourd tribut pendant les 2 guerres mondiales. Plusieurs de ses fils vont grossir les rangs des combattants français. Beaucoup parmi eux vont périr pendant les combats, le cas du capitaine Charles Ntcheroré, mort en plein champ de tir à RN en France. Certaines villes de la province de l'Estuaire ont également subi les affres de la guerre, exemple de Libreville et de Kokobich, le chef-lieu du département de la Noya. En 1911, à la suite des manigances diplomatiques, si vous voulez des magouilles diplomatiques, des choses secrètes, eh bien Berlin avait réussi à soutirer à la France une partie de son territoire, donc le Gabon. Et ce territoire partait de Kokobich, en passant par le Wellington, jusqu'aux frontières Congo, Cameroun, Gabon, dans la province de Logoué et Vindo, et plus particulièrement dans le village de Mvadi. La déclaration de la guerre de 1914 à l'Allemagne, et la France va se saisir de cette occasion pour récupérer les terres perdues au Gabon au bénéfice de l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est ainsi que lors de la guerre de 1914, qui verra la victoire de la France sur les Allemands, ici à Kokobich, et vous verrez tout à l'heure la stèle qui est érigée en mémoire de cette victoire en face de la gendarmerie. Eh bien, le poste de Kokobich, qui était désormais habité, occupé par les Allemands, va revenir à la France. Quand vient cette bataille de navale, on était
à la plage, on regardait. Et quand on a vu Bougainville commencer à s'enfoncer, on s'est mis à pleurer. Oh, mais il y a oui. C'est-à-dire que nous, les gens de Libreville, on était convaincus que notre bateau s'appelait Bougainville et qui venait d'être agressé par un bateau venant de l'extérieur. Et cette bataille-là s'est terminée facilement. Les gaullistes sont entrés par la Monda, là derrière l'aéroport. L'autre ville historique de la province de l'Estuaire, Libreville, la capitale provinciale, également capitale politique et administrative du pays, créée à la suite des traités signés entre les Français et les chefs mpongwais. Libreville, le village de la liberté, avec une cinquantaine d'âmes, à l'époque du maire Montier, a connu un développement remarquable. La plus grande ville de notre pays, où il y a une plus grande concentration de population. Au jour d'aujourd'hui, je pense que notre capitale compte approximativement dans les 700 et peut-être même 800 000 habitants, sans comptabiliser tous les immigrés clandestins qui arrivent presque tous les jours. La mairie de Libreville, je pense que l'histoire de la mairie de Libreville, c'est un peu l'histoire, le reflet de l'histoire du Gabon. Donc tous les grands événements qui ont ponctué, qui ont jalonné notre histoire, ont eu, comment dirais-je, ont tiré leur origine à Libreville, comme dans toutes les capitales, puisque les transformations politiques ou sociales tirent leur origine de la capitale. Alors Libreville, le premier maire de Libreville, comme vous le savez, c'était le président Léomba. Libreville, c'est aussi le village de la majorité des acteurs de l'histoire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le président Léomba, père de l'indépendance, premier président de la République, habitait Montboué au 3e arrondissement de Libreville, quartier mitoyen à Montagne-Sainte, où résidaient également deux grandes figures emblématiques de l'histoire de notre indépendance nationale, à savoir Jean-Hilaire Obam et Paul Ndjenjengunju. Leurs familles respectives témoignent, ainsi que d'autres acteurs politiques du pays qui parlent également de l'histoire de l'indépendance du Gabon. On peut résumer que c'était Léomba, le rebelle, le jeune chef de canton qui était, disons, qui était en faveur de certains micronationalismes, on dirait en ce moment un repli identitaire, et qui a réussi à fédérer les gens de Goué-Vindo et Olintem. Et après, un monsieur qui s'est, avec les années d'exil, où il a appris à s'assagir, on a vu un monsieur qui s'adapte, qui était ouvert au monde, contrairement à ce que les gens disaient, et qui était ouvert au monde, qui était, disons, qui a montré sa capacité intellectuelle, contrairement à ce que les gens disaient que c'était un homme limité physiquement et intellectuellement, et ça, je tiens à le souligner. Et un monsieur qui, qu'on le veuille ou pas, c'était le premier maire de Libreville, le premier premier ministre de Libreville et le premier président de la République. Ça, on peut pas aller à côté. On peut pas aller à côté. Parce que dans l'histoire, chacun apporte sa pierre. Chacun apporte sa pierre. Léomba, même s'il était limité, mais il n'était pas limité parce que c'était un monsieur très pratique. Pratique traditionnelle, pratique africaine. Il a su, parce que comme le disait monsieur le président, le défunt président Bongo, il disait, parfois, il faut savoir faire l'âne pour avoir le foin. De mon père, je dirais d'abord, je garderai de lui que c'est un grand Gabonais. Quelqu'un qui a mis le Gabon au-dessus de tout, au-dessus de sa famille, au-dessus de ses amis, au-dessus de tout. C'était un homme, mes frères sont là, qui était d'une grande sincérité, d'une grande probité et d'une grande dignité. Et peut-être qu'on a pu confondre cette dignité avec une fierté, mais il n'était fier que d'être Gabonais. Monsieur Gonjou a été un acteur majeur. L'élément que je retiens, c'est que
il y avait un sens dans lequel, je crois, l'ancienne puissance coloniale voulait aller, avec lequel il n'était pas d'accord. Et on a fait plusieurs pressions pour tenter de le dissuader, pour tenter disons, de le convaincre d'adopter certaines positions françaises. Une anecdote, c'est pendant la période de l'édition des accords, c'est M. Bru, qui était sénateur aussi, qui était un de ses amis, français, parrain de son fils, grand exploitant forestier, qui lui propose, ils sont aussi les mains ensemble, et il lui propose, disons, une très grosse somme d'argent pour qu'il puisse adopter une autre position. Alors il lui répond, je préfère une ceinture d'honneur à une ceinture d'argent. Le cinquantenaire de l'indépendance est également le cinquantenaire de notre hymne national. Donc je pense qu'il est bon d'en parler tout autant parce que c'est quand même l'une des choses que l'indépendance nous a apporté, le drapeau et l'hymne national. Et il commence à en parler en fait en 1958 au retour d'un voyage qu'il avait effectué aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Et pendant cette période, je pense que l'inspiration lui est venue. Et au retour, c'est là qu'il commence à chantonner l'air de l'hymne national, quelques paroles, et ainsi de suite, qui commence à réunir quelques parents, des nièces, autres, pour essayer de chantonner, pour voir un peu ce que ça donne, et qu'il a comme continué à écrire. On savait que le Gabon allait devenir indépendant sans qu'on sache très bien ce que ça voulait dire, quel était le contenu du mot indépendant. Ce dont je me rappelle de manière précise, c'est qu'à la rentrée des classes, c'est-à-dire l'année scolaire 60-61, à l'entrée, on n'a plus chanté la Marseillaise, comme c'était avant c'était ça. 2, le drapeau gabonais avait changé. On avait plus au coin à gauche le drapeau français. C'était entièrement le drapeau gabonais, ça je me rappelle très bien. Et dès le mois d'octobre, on a commencé à nous apprendre à chanter la Concorde. Le maître avait écrit au tableau les 4 strophes de la Concorde. Et on apprenait, d'abord on ne savait pas ce que ça voulait dire la Concorde. On apprenait, on n'avait pas de dictionnaire. À cette époque-là, c'était rare d'avoir des dictionnaires. Donc, on a su, si vous voulez, on a su qu'on est indépendant parce qu'on ne chantait plus la Marseillaise le matin, parce que le drapeau français avait disparu du coin gauche et du drapeau gabonais, et 3, parce qu'on a appris à chanter la Concorde. Voilà. Si en 1960, année de l'accession du territoire du Gabon à l'indépendance, Libreville ne disposait pratiquement d'aucune infrastructure, aujourd'hui, Libreville est une ville moderne, siège des institutions de la République. Libreville est dotée aujourd'hui de routes, d'écoles, d'hôpitaux, d'immeubles, ainsi que de centres commerciaux qui font la fierté de ses nombreux habitants. Une transformation qui fait oublier les douloureux moments qu'a connu la capitale politique du Gabon lors des événements des 17 et 18 février 1964, période au cours de laquelle les militaires avaient tenté de prendre le pouvoir par la force des putschistes qui par la suite avaient été transportés à l'île Perroquet appelée Ndomlebam. Certains habitants de Libreville se souviennent de ce qu'ils appellent aujourd'hui le coup d'État manqué de 1964. Bon, le coup d'État de 1964, l'historique politique, je n'en sais pas, mais le vécu de mon quartier, c'est-à-dire qu'en Kembo, je parle d'un Kembo, en ce temps-là, la chapelle d'Nkembo, Saint-Michel d'Nkembo, était presque en construction. Il n'y avait que des poteaux. Nous partions de là, je pars de là pour le travail le matin. J'arrive à la gare routière, que nous appelons d'une manière vulgaire le carrefour Bamekpa. Je trouve des Tchadiens, des Centrafricains, des Équato-Guinéens et les Gabonais habillés en treillis, vêtus de, comment vous appelez, les cartouchères, franchement, au rein, croisés, ainsi de suite. Et je me présente, mon petit, il faut retourner. Et en soirée, avant, dans la nuit du 17 au 18,
il y a eu des coups de canon que nous, on ne savait pas. Mais ce n'est que le matin que nous nous sommes rendus que franchement, il y avait un coup d'État. Symbole de la modernité, ville cosmopolite, Libreville exerce une attraction puissante sur les populations du reste de la province. Pôle majeur du commerce et des services, la capitale gabonaise concentre près de la moitié de la population nationale. L'essentiel de l'économie de la province de l'Estuaire est concentré à Libreville, même si traditionnellement l'exploitation forestière basée sur les coupes familiales constituait jusque-là l'activité principale des populations de l'Estuaire. Dotée de nombreuses potentialités économiques, la province de l'Estuaire abrite depuis des décennies plusieurs unités industrielles de la filière bois telles que l'UCAF, aujourd'hui fermée, Somivab, Rougier Gabon, ainsi que la cimenterie de Ntoum. Je crois que l'histoire de Rougier au Gabon est d'abord une histoire de passion. La famille Rougier qui s'est implantée là a éprouvé une véritable passion pour ce pays et elle a su la transmettre à ses collaborateurs. Et je peux vous dire que pour moi qui suis récent, j'ai déjà mes récents dans la maison, j'ai déjà reçu cette piqûre. Et que donc il y a d'abord et avant tout une histoire de passion et d'amour de ce pays, de sa région, de ses habitants, de tout ce qu'on peut y faire et y vivre. Ensuite de ça, naturellement, il s'agit d'une entreprise. Donc une entreprise, c'est fait pour gagner sa vie, etc. Et donc l'entreprise Rougier s'est continuellement adaptée aux nouvelles contraintes à la fois du marché, contraintes réglementaires, contraintes maintenant environnementales, contraintes industrielles, contraintes politiques. Donc c'est pas une histoire, l'histoire de Rougier au Gabon, c'est pas une histoire qui s'écrit d'un seul trait comme ça. Voilà, on est arrivé en 1950 et puis jusqu'en 2010, ça s'est passé de la même façon. Non. La mine est en exploitation depuis 1978 et nous avons choisi ce site en fonction des qualités de calcaire. Vous savez que le sol regorge de différents types de matières et évidemment nous avons choisi ce site parce que en fonction de sa qualité de carbonate de calcium. La province de l'Estuaire abrite également à Ntoum la station de traitement des eaux de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui ravitaille Libreville et ses environs en eau potable. L'autre localité de la province, considérée comme poumon économique, la ville d'Ovendo, où sont installés les 3 ports, le port à conteneurs pour les marchandises générales, le port à bois et le port minéralier, ainsi que les différents services d'accounage et de transit. Le chemin de fer transgabonais a également son siège à Ovendo, l'une des toutes nouvelles communes du pays, située à quelques encablures de Libreville, la capitale du pays. Ovendo, c'est une ville industrielle, comme vous l'avez si bien dit, et vous le constatez d'ailleurs. C'est une ville industrielle, portuaire. Nous avons des grandes sociétés comme la CETRAG. Nous avons les ciments du Gabon ici, Sobraga, Comilog, Jetman, SPBG, le Prague, qui est l'un des poumons économiques de notre pays. Vous l'avez si bien dit que c'est la ville qui abrite le plus grand port du Gabon. Donc, pour ne citer que cela. Sinon, les sociétés sont nombreuses dans la commune d'Ovendo, puisque c'est une cité industrielle. La province de l'Estuaire regorge d'énormes potentialités en matière d'environnement. La forêt classée de la Monda, située au nord de Libreville, et le parc d'Akanda, bordé par les baies de la Monda et de Corisco, en font partie. Le parc d'Akanda présente un paysage de mangroves riche en espèces aquatiques. De nombreux amoureux de la nature s'intéressent à ce bel environnement. Je passe énormément de temps parce que tout ce que vous pouvez voir dans cette forêt, il a fallu le concevoir ou alors l'identifier. Et comme on n'est pas omniscient, j'ai toujours eu recours à des scientifiques de haut niveau, comme M. Wilks, professeur Wilks, qui est décédé malheureusement, Dieu ait son âme, comme Mademoiselle Prudence, qui est chercheur. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont venus m'aider pour créer un sentier botanique. Sur le plan de savoir qu'est-ce qu'on en tire, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être ici.
Vous savez, moi j'ai l'impression, chaque fois que je rentre dans la forêt, que je récupère quelques années. Et ma santé avait commencé à être très fragile, mais depuis que je suis ici, j'arrive à calmer mes nerfs, à penser à autre chose. Le patrimoine culturel de la province de l'Estuaire est très riche puisque marqué par les modes de vie et de production des biens, systèmes de valeurs, les rites, les coutumes et les croyances. La pêche artisanale dans ses diverses formes, à la ligne de fond, au couteau de mer, au crabe, à l'épervier et au filet, se pratique dans la presque totalité des localités de la province. Le poisson frais ou fumé constitue le principal ingrédient de l'art culinaire des populations du Cap, de Kango, de Coco Beach, de Libreville, d'Untum, d'Ovendo, de Nzomo et de la Pointe-Denis, pour ne citer que ces localités. Les danses traditionnelles telles que l'Unjenge, le Kwere, le Mengan, le Gol, le Bouti sont un échantillon représentatif du grand potentiel culturel dont regorge la province de l'Estuaire.